Vous vous rappelez d'Aqua, les filles? Ah oui, tu fais vachement bien. Elle le fait très bien. Hein. Lily est stupéfaite. Lily, elle connaît pas du tout Aqua. Pas du tout ça. Elle est à fond. Oui, bien sûr que si. C'était bien quand même, hein, Aqua. Et l'aquaculture, eh ben, c'est encore mieux qu'Aqua. On a heureusement un spécialiste avec nous pour nous en parler. Il s'agit de notre ami Pascal. Bonjour. C'est ça? Bonjour Pascal. Bienvenue. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'agriculture aujourd'hui, Pascal? Eh bien tout simplement parce que un téléspectateur nous a posé une question. Et vous savez que le but de ces émissions, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, le but de ces émissions, c'est de répondre aux questions des gens, tout ce qu'ils envoient comme message. Ils nous ont écrit par SMS ou par mail plutôt à ensemble-normandie@francais.fr ou bien sur le groupe Facebook Ensemble c'est mieux avec François, ou alors ils nous ont appelé gratuitement, hein, je précise, au 0805 383 383. Et aujourd'hui, c'est Daniel qui nous a posé une question, qui nous a dit « J'adore le saumon ». Ah bah il n'est pas le seul. Non, Il mais on m'a dit que c'était un poisson bourré de produits chimiques. Dois-je arrêter d'en acheter? Alors là, c'est la panique à bord pour le pauvre Daniel, on peut le comprendre. S'il ne faut plus acheter de saumon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rabattre sur le poisson. Moi, j'aime bien le saumon. Mais heureusement, nous avons un spécialiste du saumon avec nous aujourd'hui. C'est Pascal Goumin. Vous êtes venu d'ailleurs, dis donc, les mains pleines, c'est qu'à dire. Quelques échantillons. Avec, dis donc, il y a plein de choses. Du saumon fumé, du saumon frais. Des rillettes. Qu'est-ce que de la rillette de saumon? C'est quoi? C'est du De la truite d'aquaponie. Ah, c'est de la truite Pony. Alors, l'aquaponie, on va en parler. C'est un nouveau pays. Non, on va en parler. Donc, vous, Pascal, vous êtes président de l'AMP. C'est quoi l'AMP? Association pour un meilleur poisson? Et non, ça veut dire Aquaponic Management Project. Ah oui, parce qu'on parle en américain. On est complètement au top du top en Normandie. C'est l'Aquaponic Management Project. Voilà, donc AMP est propriétaire de la ferme Saumon de France à Cherbourg. Donc je vous ai apporté quelques produits pour illustrer le propos. Et bien on va goûter surtout. Oui. Et on va goûter. Bon, et pour bien comprendre ce que c'est que l'aquaculture, nous vous avons fait un petit c'est quoi donc? Ah, et oui, je sais que Lily est ravie. Moi j'adore ça. Vous connaissez les c'est quoi donc, Jeff? Absolument pas. Eh bien Désolé. découvrez ça avec nous. Regardez, vous allez voir, c'est passionnant. Merci. Imaginez une truite comme mascotte du salon de l'agriculture. Oh, ça va, je vous vois là-bas au fond, ne riez pas. Car les truites s'élèvent comme des vaches. Pas dans les prés, bien sûr, mais en bassin. Élever des animaux ou des plantes aquatiques, c'est ce qu'on appelle l'aquaculture. Et ce n'est pas nouveau. En Chine et en Égypte, l'élevage des poissons dans des bassins a commencé il y a plus de 6000 ans. Aujourd'hui, dans vos assiettes, 31% des produits d'eau salée ou d'eau douce proviennent de l'élevage. Une filière qui fait travailler plus de 16 000 personnes en France. Car, il faut le savoir, nous mangeons de plus en plus de produits aquatiques. 34 kilos par Français chaque année. Du coup, on importe beaucoup, notamment des produits de Norvège ou encore de Chine. Là-bas, l'aquaculture explose. Il faut dire qu'on fait grandir de tout dans des bassins. Des moules, des huîtres, des crevettes, des écrevisses et même des algues. Une solution pour préserver les océans qui se vident de leurs habitants? Non. Pas si simple, car la plupart des espèces que l'on élève sont des carnivores, comme le saumon, la grande star des bassins. Il faut donc pêcher pour les nourrir. 20% des poissons sauvages capturés chaque année finissent dans l'estomac d'un poisson d'élevage. Et oui, plus on élève, plus on pêche. Allez, à table! Je propose qu'à partir de demain, on mette un micro sur Lily et que vous n'entendiez que ça, parce que là, on lui dit « Ah, oh, quand elle a vu le ventre un peu fourni du monsieur, j'ai cru qu'elle allait vomir, Lily. Va bien, le monsieur mange beaucoup, il est content. Il mange du poisson. Bon alors, en tout cas, on a bien compris ce que c'était que l'aquaculture, du coup. Oui. Il y a juste une info qui m'a paru très étonnante. C'est une ferme. Le fait qu'on doive quand même, du coup, pêcher des poissons dans l'océan et du coup continuer finalement peut-être à nuire aux océans. Pourquoi on ne fait pas, ça ne s'auto-suffit pas le système? Parce que comme on fait des poissons, on pourrait dire qu'on en fait pour nourrir les autres poissons. Je comprends pas. Alors effectivement, c'est un des grands défis de l'aquaculture mondiale. C'est d'arriver à résoudre cette équation un peu paradoxale qui est de devoir pêcher de plus en plus de poissons sauvages pour nourrir de plus en plus de poissons d'élevage. Donc là, il y a deux grandes pistes pour... Excusez-moi, mais vu de l'extérieur, ça paraît débile. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas un système où on nourrit des poissons d'élevage et du coup, on donne des poissons d'élevage aux poissons d'élevage? Parce que ce ne sont pas les mêmes espèces et en définitive, cette pêche qui permet de fabriquer donc, les aliments pour nos poissons, les truites, les bars, les dorades, ce sont des espèces dites minotières, donc des espèces de poissons fourrage, qu'on va pêcher d'ailleurs parfois un petit peu loin, et qui servent uniquement... Moi, je sais pas ce que ça veut dire. C'est par exemple les anchois. Ça peut être des anchois, ça peut être donc des petits poissons qui vont effectivement être réduits en farine et qui vont entrer en composition dans nos aliments. Donc aujourd'hui, le challenge est simple, ça va être de trouver des aliments de substitution. Alors il y a effectivement plusieurs pistes. Les coproduits issus de la transformation des poissons, quand vous mangez du cabillaud,
hormis le filet ou le dos que vous allez consommer, on va pouvoir valoriser la chair pour la transformer et la donner à manger à nos poissons d'élevage. Ça peut être de nouvelles sources de protéines telles que les insectes. Une truite mange à l'état naturel 90% donc d'insectes. Donc, ah bon? Quand on mange une truite, on mange des insectes en quelque sorte. Donc peut-être qu'effectivement la perspective de manger directement des insectes ne vous réjouit pas. Non. Mais en tout cas donner des insectes à nos truites ou à nos saumons, c'est une bonne piste. Mais ça supposait que la filière de production d'insectes se structure, ce qui est le cas. Donc on aura demain... Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le seul petit point négatif de tout ça, on peut imaginer qu'à terme, ce ne sera plus le cas. Et qu'on n'aura plus besoin de vider les océans pour nourrir tout le monde. Tout du moins, ça sera cantonné, ça sera régulé pour que ça ne devienne pas un problème, puisque l'aquaculture a largement dépassé la pêche et c'est une bonne solution pour nourrir la population dans les 10 ans qui viennent. Ah, ça a dépassé la pêche? Largement. Ah oui, largement? Largement, oui. Ça fait maintenant une dizaine d'années que les volumes de production aquacole ont dépassé les volumes débarqués en matière de pêche. Et on a tous pu constater malheureusement que les gisements, les ressources naturelles sont un peu en surexploitation et que c'est donc pas la bonne solution demain pour nourrir la planète. Et les pêcheurs vous en veulent pas? Non, les pêcheurs sont... non, parce qu'en définitive, les pêcheurs sont assez conscients de la complémentarité entre l'aquaculture et leur activité. On voit bien ici en Normandie où on fait coexister ces deux filières. Parce qu'on a pas mal de ports. Je suis élu comité régional des pêches, donc on s'entend très très bien avec nos amis pêcheurs, mais simplement la population s'accroît, la consommation de poissons s'accroît, vous l'avez vu, il faut trouver des sources alternatives. Exactement. Alors du coup, on va répondre à la question de notre ami Daniel. Est-ce qu'il faut arrêter de manger du saumon? Je sens que vous allez monter sur vos grands chevaux. Enfin, on aura des juments tout à l'heure, mais voilà. Vous allez vous dire, bien sûr que non. Daniel a bien raison de se poser cette question. Mais alors, est-ce que c'est vrai quand il dit, parce qu'il a entendu manifestement quelque part, qu'il y avait des produits chimiques dans le saumon? Alors, c'est valable pour toute espèce élevée sur la Terre. En réalité, ce qui peut poser problème, c'est le degré d'intensification. Donc, alors pourquoi c'est valable sur toute espèce? Parce que même dans les océans, comme on déverse, nous, parfois nos plastiques, nos trucs comme ça peut devenir mauvais. Plus vous élevez, plus vous concentrez, plus potentiellement vous concentrez des maladies, plus vous concentrez des parasites, ce qui suppose des traitements. Donc nous, on a fait des choix chez Saumons de France extrêmement radicaux d'avoir un élevage artisanal. Donc on ne va pas dépasser une certaine quantité de poissons dans nos cages, par mètre cube. Oui. On va effectivement ne pas appliquer de traitement systématique antibiotique et on va avoir donc, grâce à cet élevage raisonné, un impact environnemental qui est tout à fait favorable. Mais ce n'est pas un élevage bio, c'est raisonné. C'est raisonné. Alors, le bio, on a pris le choix là encore de ne pas faire du bio parce que notre cahier des charges est au-dessus du cahier des charges du bio. Donc Saumons de France, c'est une marque qui est aujourd'hui connue en Normandie et on l'espère de façon un petit peu plus large. C'est un élevage qui pratique dans des conditions artisanales, un élevage dans des conditions supérieures au bio ou au label rouge. D'accord. Et alors donc là, votre saumon, donc il est élevé, tout ce que vous avez devant vous là, c'est les saumons élevés chez vous, quoi. C'est pas les saumons que vous avez été pêchés, quoi. Ah non, donc c'est que de l'élevage et toujours avec cette même exigence qui est de faire un poisson savoureux, un poisson gastronomique. Donc le fait qu'on soit à la pointe du Cotentin avec les plus forts courants d'Europe, ça se traduit par le fait qu'on ait des poissons qui nagent beaucoup, donc très musclés. On le voit bien sur la... On va bien dire, ils ne sont pas dans une baignoire... ah non, et puis c'est vrai, ils sont dans des grandes cages, à la pointe donc, du Cotentin. Mais qui sont dans l'eau. Qui sont dans l'eau. Voilà, ils sont dans l'eau. On a vu un petit peu dans le C'est quoi donc, vous savez, il y avait ces grands trucs, ces grands ronds là. Voilà, c'est des cages comme ça. Mis dans l'eau, on disait, bah attends, mais c'est pas logique parce qu'un grand rond, le poisson, il peut passer en dessous, au-dessus. Mais non, en fait, ce sont des filets. C'est des grands bassins. Voilà, c'est des filets. C'est protégé par des filets pour éviter que les poissons s'échappent ou soient capturés par des prédateurs. Et c'est ça qui permet en fait de soumettre les poissons au courant. Alors du coup, je vais faire un peu de mauvais esprit. S'ils nagent beaucoup, là, comme des fous, là, tac, 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 tout le temps, ils sont pas un peu durs, costauds, trop musclés? Non, ils sont musclés, il y a de la texture. Donc les grands chefs aujourd'hui apprécient notre produit comme étant un des moins gras du marché. Donc le principe est simple, on fait des produits gastronomiques, des produits sains, c'est la question de Daniel. On peut vous garantir qu'on ne vous empoisonne pas en mangeant. D'accord. Une précaution qui vaut... Daniel avait une question un peu plus généraliste. Hein. Ce n'était pas que sur Saumons de France. Non. Je pense qu'il se posait la question sur les saumons en général. Est-ce que quand il va au restaurant japonais, il veut prendre des sushis au saumon? Est-ce que quand il va dans son marchand local, son poissonnier, il peut acheter du saumon? Alors, on dit typiquement qu'il vaut mieux... Vous les vendez où Alors, on les vend donc sur notre site internet,
saumondefrance.fr. Ah oui. On les vend dans nos boutiques puisqu'on passe maintenant en circuit court à travers des boutiques qui sont aussi des fermes que l'on peut visiter, les Jardins du Saumonier, à Cherbourg, à Asnières, à Paris. Donc on a commencé à monter un réseau de fermes-magasins. Et également, donc, on a des opérations avec la grande distribution ou avec des grossistes. Donc c'est pas chez les poissonniers. Alors, ça peut être chez le poissonnier, puisqu'on vend parfois à des grossistes qui eux-mêmes redistribuent à des poissonniers ou à des restaurateurs. Donc, il faut rechercher dans tous les cas que vous mangiez des sushis ou un pavé de saumon tout simplement, et essayer de demander l'origine. Ah, ça, c'est compliqué. Ça. Quand on va chez un oui. restaurant japonais, on ne dit pas « Dans votre saumon, c'est un saumon de France ou pas ?» Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'aujourd'hui, là, en 2019, on est au mois de mars, là, est-ce qu'en 2019, c'est dangereux, le mardi 19 mars, là, d'aller acheter du poisson? Est-ce qu'il y a un risque? Non. Non, ce n'est pas dangereux. Voilà. Bien évidemment, il y a quand même des autorités qui surveillent la commercialisation et la distribution des produits. Maintenant, c'est vrai que les pratiques d'un élevage à l'autre sont très différentes. Donc, globalement, tout ce qui est marque Pavillon France, tout ce qui est Mr Goodfish, tout ce qui est label rouge, bio potentiellement, sont des gages de qualité. Donc, vous avez déjà des indicateurs qui peuvent vous permettre d'éviter de tomber dans des produits trop industriels. Les origines, votre auditeur parlait de la Norvège. En Norvège, il y a des bons élevages et il y a des moins bons élevages. Oui, donc, comme partout. Mais c'est vrai que quand on va marquer saumon norvégien, on a tendance à dire « Ah, cool, jackpot, celui-là, il doit être bon ». Mais pas forcément. C'est vrai que ça pose ce problème. C'est l'Écosse le meilleur. On peut goûter le vôtre. Ouvrez-nous le fumet. Alors, je vous ouvre le fumet. On va le goûter. J'ai une question pour vous quand même. Donc l'aquaculture, c'est un peu l'avenir parce que je crois aussi qu'on n'a plus le droit de faire des cultures en rivière là depuis pas très longtemps. C'est ça? Alors c'est vrai qu'on a fait les choix, nous, typiquement une ferme telle que celle que nous avons à Cherbourg, on ne peut pas en créer d'autres. Il y a des problèmes de conflit d'usage, c'est-à-dire qu'on va toujours gêner soit les riverains, soit la plaisance, soit les pêcheurs. Donc en l'occurrence, pour nous déployer, il y a soit l'aquaculture sur rivière, ce qu'on appelle la salmoniculture, donc on exploite 2 fermes en Normandie, mais il faut faire des barrages, puisque c'est en contournement de la rivière. Voilà, et ça, on n'a plus le droit d'aller... On n'a plus le droit. L'aquaculture continentale, en étant en bassin, là aussi, on n'a plus le droit de créer des bassins en terre. C'est pour ça qu'on a pris le pari de développer une technologie hors sol, qu'on présente un peu comme une 3e voie agricole, où on va produire les poissons de façon extrêmement vertueuse, en utilisant l'eau en recirculation. Ça, c'est un peu ce que vous appelez l'aquaponie. C'est l'aquaponie. Alors, vous êtes un peu une star parce qu'on a fait un sujet il n'y a pas longtemps dans le journal sur l'aquaponie, un sujet réalisé par Sylvain Rouille et Leïla Agora, mais vous êtes dedans. Je vous propose, pour ceux qui ne l'ont pas vu, évidemment, de redécouvrir ce sujet très étonnant. Regardez. Des fruits, des plantes aromatiques, la serre de Pascal Goumin fourmille de couleurs et de senteurs. Nous avons donc une production de concombres, de plantes aromatiques, de salades, également des tomates. Un petit paradis qui s'épanouit grâce aux déjections de truites arc-en-ciel. Difficile à croire, c'est ce qu'on appelle l'aquaponie. L'urine issue des poissons va elle être traitée dans un filtre biologique. Ces boules de plastique servent à fixer les bactéries. Ce sont ces bactéries qui vont opérer donc un travail de décomposition de l'ammoniac et des nitrites en nitrates, qui sont les éléments nécessaires à l'alimentation des plantes. Des plantes qui, à leur tour, vont filtrer l'eau qui va retourner aux poissons. Un véritable écosystème en circuit fermé, sans apport chimique. Cette serre, véritable ferme miniature, Pascal Goumin veut maintenant l'exporter dans tout le pays. On a aujourd'hui une quarantaine donc, de projets qui ont été gagnés, identifiés pour des déploiements donc, de fermes urbaines. Alors en Normandie, on a 2 sites au Havre qui ont été gagnés dans le cadre de l'appel à projet Réinventer la Seine. D'autres projets suivront. À Cherbourg, ils permettront de développer l'élevage de saumon. Avant de plonger dans la rade, les juvéniles grandiront l'hiver dans des bassins. Là aussi, les déjections seront valorisées. 3000 m² de serre verront le jour en 2020 près de l'usine Saumon de France, avec à la clé une dizaine d'emplois. Et pendant ce temps, c'est fou. C'est intéressant. C'est fou, c'est fou. Hein. Et pendant ce temps, Pascal coupe tout le poisson qui peut, on va goûter du sashimi, du saumon fumé. Voilà. Donc l'aquaponie, c'est l'avenir. Oui, l'aquaponie est vraiment une... C'est fou, c'est-à-dire que là, on utilise,
va dire, les défections, hein, le cacatou, le pipitou de nos amis les poissons. Oui, mais parce qu'en fait, on a un peu oublié que ces technologies de fumure organique, c'est-à-dire ce qu'utilisaient nos grands-parents pour fertiliser leur potager, c'est exactement ce même principe-là. Au lieu de fabriquer des engrais un peu chimiques, on va utiliser une fertilisation organique naturelle. Donc, et du coup, la boucle est bouclée, c'est-à-dire qu'on fait de l'aquaculture et avec la résultat de l'aquaculture, on fait de l'aquaponie. Exactement. Et avec ce système vertueux, on élève sans aucune chimie des poissons. Alors, vous avez ici une truite issue de l'aquaponie. Alors, on a poussé le sujet jusqu'à ne pas colorer la chair. Vous voyez là ici. C'est-à-dire une truite issue de l'aquaponie. Et bien donc, elle est élevée dans le système que vous venez de voir, avec une production conjointe de végétaux. Donc, je nourris les truites avec un élément bio, les poissons vont fertiliser l'eau, les bactéries vont décomposer les éléments nutritifs, l'ammoniac, les nitrites, pour les rendre assimilables aux plantes. Et quand vous dites pas coloré, c'est parce qu'une truite, ça passe couleur-là, cette poissonnier ? Ça a cette couleur-là. Oui. La truite sans colorant a cette couleur-là. Quand vous avez cette jolie couleur que recherchent aujourd'hui les consommateurs, on est obligé d'utiliser un colorant naturel. Là, vous allez me dire que là, dans ce saumon-là, il y a un colorant ? Oui, naturel. Mais comment ça passe cette couleur-là, le saumon ? Ça aurait cette couleur-là. C'est orange. Mais parce qu'aujourd'hui... Pourquoi est-ce qu'on le colore comme ça ? Je veux bien goûter. Parce que c'est plus appétissant. Vous avez les deux. Donc vous avez le fumé. C'est plus appétissant, enfin, c'est dégueulasse. Bah non. Mais non, mais regardez. C'est de la carotte. Mais oui. C'est un colorant naturel. Non, mais c'est un colorant naturel, donc il n'y a pas de souci. On dit la carotène, mais la carotène, la carotène. C'est vraiment un colorant 100% naturel, donc c'est sans danger. Je goûte, excusez-moi. Mais ce qui prouve, non, mais fais comme chez toi. Ce qui prouve que le consommateur aujourd'hui, il a des standards. C'est un peu le même débat. C'est un peu le même débat pour le jambon. Le jambon n'est pas rose naturellement. Oui, le jambon il n'est pas rose. Donc voilà, le jambon il n'est pas rose. On essaye aujourd'hui. Mais de la betterave. On découvre des trucs. Moi j'ai 43 ans, c'est pas le moment de faire découvrir que le saumon. Je me fais flouer depuis que je suis petit. Quand courir du saumon, je trouve ça scandaleux. Et tu n'as pas tout mangé quand même. Non mais je vous l'amène, je goûte. Donc c'est pour ça que c'est l'occasion de lancer à travers cette truite d'aquaponie, de réexpliquer aux gens que la couleur naturelle d'un poisson peut être celle-là, et pas forcément une couleur rose-orange telle que celle à laquelle... Elle n'est pas trafiquée, c'est un colorant naturel, mais elle n'est pas naturelle. Elle n'est pas naturelle. Donc voilà le résultat sur un produit qui est élevé absolument sans aucun additif. Et là encore, l'idée, c'est de faire découvrir ces produits au plus grand nombre. Donc, on fait des visites de notre serre aquaponique à Cherbourg pour expliquer aux enfants, surtout. On peut venir visiter. On fait des visites. Du coup, ça m'aurait servi à moi aussi, j'aurais compris. Jeanne, c'est à toi, plutôt que de manger, mets le turbo. Alors, de quoi tu vas nous parler ? Alors, c'est la bouche pleine, c'est très pratique. Non, je vais finir le saumon fumé, là. Remballe ici. Bon, Jeff, vous avez goûté le sashimi, oui. Bon, Jeff, goûte. Le sashimi, il est délicieux. Ouais. Alors, le turbo. Merci. Moi, je voulais vous parler d'une ferme marine à Octeville-sur-Mer. À quoi ? À Octeville-sur-Mer. Voilà. Octeville-sur-Mer, près du Havre, qui s'appelle la ferme Aquaco et qui fait d'élevage de poissons nobles, le turbo. Exactement. Le turbo, exactement. Donc, ils font de l'élevage. Après, c'est une ferme plutôt pédagogique. Donc, ils n'en font pas non plus en masse. Pardon. Et vous pouvez visiter les étapes de l'élevage de ce poisson. C'est ouvert au public et ils font plein de choses pour l'environnement. Donc on est parti aussi sur entre guillemets un élevage sain. Un petit élevage sain, voilà. Respectueux de l'environnement. Vous pouvez de temps en temps acheter du turbo et du bar selon les stocks. Pourquoi de temps en temps ? Parce que sinon. Parce que c'est pas tout. Ça dépend des stocks. Des fois tu n'en as pas, Alex. Moi je mange. Excusez-moi. Je profite. Je sais bien que c'est bientôt le déjeuner. Mais au moins voilà, j'aurai déjeuné du saumon. De notre ami Pascal. Je reconnais que là, franchement... Il est très bon. Sans rigoler, il est très bon. Alors là, la réclame, on n'a pas le droit à la télé de faire de pub, donc voilà. Mais je reconnais qu'il est très bon. Hein, Jeff, vous en avez pensé quoi ? Magnifique. Ouais, il est pas mal. Mais oui, c'est terrible. On a à peu près le même taux de graisse que le poisson sauvage. Donc le même taux de graisse. Oui, parce que souvent on dit que le saumon, c'est un peu gras parfois. On dit qu'il vaut mieux prendre des thons quand tu fais un régime, machin, que du saumon, parce que le saumon est un peu gras, paraît-il. Ou consommer une bonne truite. On sent pas ce gras. Oui, bah écoute, il est très bien. Et toi, Lily, tu as trouvé d'autres poissons célèbres en Normandie ? Je voulais vous parler, moi, des poissons maritimes, puisque quand même la Normandie, c'est le deuxième port de pêche maritime en France. C'est beau, hein ? Derrière la Bretagne. Donc nous avons on a à peu près une vingtaine de poissons sauvages en Normandie. Mais on a quelques poissons qui sont plus ou moins labellisés, dont le maquereau de Trouville. Le maquereau de Trouville. Oui, il y a une charte de qualité qu'on reconnaît avec un petit... Pas de bol, parce que je déteste le maquereau. Avec un petit logo. Autant le saumon. Parce que le maquereau, tu sais, quand je vais au restaurant japonais, ils font des sashimi, machin. C'est bon le maquereau. Ah non, c'est aussi un poisson gras. C'est beaucoup trop fort, c'est fort. Ah bah c'est fort, parce qu'il faut savoir le cuisiner, c'est toujours pareil. On les fait fumer, et fumer, c'est très bon. Fumer, c'est très bon en salade. Je suis sûr, si vous n'aimez pas le maquereau, vous le goûtez fumé, pas cru, c'est pas en mode sashimi. Alors que là, le vôtre en mode sashimi, ça va très bien, vous voyez. Donc il y a une charte de qualité pour reconnaître le maquereau de Trouville, qui doit peser 200 grammes, il doit avoir le ventre blanc, être ferme. Enfin bon, il y a tout un tas de critères qui sont reconnaissables donc chez le poissonnier avec un petit logo. Il y a également le bar de ligne
du Cotentin. Ah oui, très connu. Et quand il est ouvert, ça fait un open bar. Excusez-moi, c'était très mauvais. Voilà, on enchaîne. Bref, Jeff se dit, mais où est-ce que je suis tombé? Quelle est cette émission bizarre? C'est très bien, changez rien. Ils bouffent du saumon, ils font des blagues pourries, on comprend rien. Moi, j'ai parlé de ma paille, mais ils sont en train de parler de trucs. Je continue sur mon bar du Cotentin. Vas-y, Lily, C'est un bar de ligne sauvage. Il est pêché par des marins que l'on appelle des ligneurs. Et eux aussi ont déposé leur petit label pour qu'on reconnaisse leur travail et la façon dont est pêché ce poisson, qui est un poisson vraiment je vais tout manger. de qualité. Voilà. Et puis, il y en a une autre, il y a deux ou trois autres poissons, mais surtout la sole de manche, qui n'est pas labellisée, mais qui est en train de, quand même. Et puis le turbo aussi, et d'autres poissons. Et ça, on les a labellisés, on les retrouve sous une en-tête qui s'appelle les poissons sauvages de Normandie. Et à chaque fois, on rattache le port. Il y a Port-en-Bessin, il y a la Hougue, etc., pour définir le lieu de pêche du poisson. Et tout ça, ça se trouve chez le poissonnier. Eh ben, c'est formidable. Et si c'est pas marqué, il faut le réclamer. Voilà, merci beaucoup Lily pour toutes ces infos. Merci beaucoup Pascal, on vous a dévalisé. J'ai gagné du saumon. On est bien remplis. Tu as tout mangé, Alex. Je pense qu'on va déjeuner les films, on va finir tous les restes de notre ami Pascal. Il y a les rillettes. Merci beaucoup d'être venu. Est-ce qu'on peut des rillettes. Il y a des rillettes. Et par ailleurs, nous avons oublié quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que vous avez oublié? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, saumon de France, le seul saumon 100% français. Et bien là, vous avez le seul vin 100% français. Ah, vous goûtez. Puisque c'est issu d'une vigne non greffée. Excusez-moi, mais alors pourquoi 100% français? Le Bordeaux, il est 100% français. Eh bien non, mais parce comment ça, non qu'il y a eu une terrible épidémie qui s'appelle le phylloxéra, qui a complètement décimé nos vignobles français. Oui. Ça a eu pour conséquence d'importer donc des cèpes de vigne américains et on a fait des greffes de Californie plus particulièrement. Oui. Je découvre des trucs de et là, tous les jours dans cette émission. Nous avons au sein de notre groupe une des rares vignes pré-phylloxériques françaises à partir de laquelle on a sorti donc très vieille, plus de 200 ans, on a sorti donc ce Sauvignon AOC Touraine qui nous permet d'avoir un accord mais vin formidable. Donc je vous invite à goûter. Alors moi non, moi, je m'invite à goûter. Avec plaisir. C'était donc avant le phylloxéra. Parce que moi, on